13 h, la Côte d'Ivoire a l'honneur à l'Africa Belgium Business Week, un espace de rencontre pour les investisseurs et les hommes d'affaires. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan y a présenté les opportunités d'affaires offertes par la Côte d'Ivoire. Après Abobo, l'ADDR poursuit ses activités dans la commune de Yopougon. La cité policière de la BAE, la brigade anti-émeute, a été restituée par les ex-combattants qui l'occupaient. Au Togo, le président sortant, Faure Gnassingbé, réélu avec 58,75% des suffrages exprimés contre 34,95% pour son principal adversaire Jean-Pierre Fabre. Résultat sous réserve de confirmation de la Cour constitutionnelle. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouveau journal sur RTI 1. Le traditionnel Conseil des ministres hebdomadaire s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel d'Abidjan. Les différents ministères faisant le point de leurs activités au chef de l'État et les actions de développement au cœur des échanges. Le président ivoirien, avant ce conseil, est rentré justement du Togo hier soir avec le président John Dramani du Ghana. Le président Alassane Ouattara faisait partie d'une mission de la CEDEAO qui s'est rendue au Togo suite aux élections présidentielles tenues samedi dernier. Ils ont rencontré l'opposition politique togolaise, le président de la CENI, le président sortant Faure Gnassingbé, aujourd'hui réélu à la tête du Togo. Résultat donc sans surprise au Togo, le président sortant Faure Gnassingbé réélu avec 58,75% des suffrages exprimés, 34,95% pour son principal adversaire Jean-Pierre Fabre. Ce sont des résultats annoncés par la commission électorale togolaise sous réserve de confirmation donc de la Cour constitutionnelle. Sylvie Touré. Conformément au texte de la CEDEAO qui prescrivent que l'organisation sous-régionale ouest-africaine doit avoir un devoir de solidarité à l'égard des États membres, le président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'organisation sous-régionale ouest-africaine, le chef de l'État ghanéen John Dramani Mahama et le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, ont effectué une visite de solidarité ce mardi 27 avril au Togo, soit 2 jours après la tenue du scrutin présidentiel, qui s'est tenu de l'avis des observateurs internationaux dans un climat apaisé. Au cours de leur séjour d'une journée dans la capitale togolaise, ils ont rencontré l'ensemble de la classe politique de ce pays, notamment les responsables des partis politiques de l'opposition, avec en tête le chef de file Jean-Pierre Fabre. Ils ont également rencontré le président de la Commission électorale nationale indépendante, Issifou Tafa Tabiou. Enfin, ils ont eu un échange avec le président sortant, Faure Gnassingbé Eyadema. Au terme des différentes rencontres qu'ils ont menées, ils ont tenu une conférence de presse. La mission de la CEDEAO, conduite par les 2 chefs d'État, a félicité le peuple togolais pour le climat apaisé qui a prévalu tout au long du scrutin présidentiel. Elle a encouragé la CENI à poursuivre le travail de compilation des résultats de l'élection et à effectuer la publication des résultats dans les délais constitutionnels. Au terme de cette visite de solidarité, dont l'effet sur la poursuite du climat de paix au Togo au lendemain du scrutin présidentiel est indéniable, les 2 chefs d'État ont regagné leur pays. Ayant quitté Abidjan le mardi à 10 h dans la matinée, le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré dans la soirée à 22 h. Et revenons donc sur cette victoire du président sortant Faure Gnassingbé. Il a été réélu avec 58,75% des suffrages exprimés. Sylvie Touré. Il reste à la barre. Faure Gnassingbé Eyadema rempile pour un 3e mandat à la tête du Togo. Il a été déclaré vainqueur du scrutin du samedi dernier par la commission électorale. La commission électorale nationale constate que M. Faure Eswatsimna Gnassingbé est élu au titre des résultats provisoires. Ces résultats provisoires créditent le président sortant de 58,75% des suffrages exprimés contre 34,95% pour son principal adversaire, Jean-Pierre Fabre, à la grande joie des partisans du vainqueur qui ont investi les rues de Lomé. On voit en nous une évolution, aujourd'hui et demain, pourquoi pas.
C'est pour cela qu'on se réjouit, on est en joie ici. Il a déjà commencé un truc. Donc on attendait seulement qu'il continue et termine ça. Donc ce mandat nous suffit déjà largement. Côté opposition, aucune déclaration pour l'heure depuis l'annonce de la victoire du président sortant. Mais quelques heures plus tôt, cap 2015, le parti de Jean-Pierre Fabre avait dénoncé un coup de force du camp EADEMA. Des tensions qui ont occasionné l'arrivée à Lomé hier mardi du président ghanéen John Dramani Mahama, président en exercice de la CEDEAO, et de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Toute chose qui semble avoir donné un coup d'accélérateur au processus de comptage des voix qui se faisait à compte-gouttes. Rappelons que Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis 2005. Il a succédé à son père, le général Gnassingbé Eyadema, qui a régné d'une main de fer sur le pays pendant 38 ans. En Côte d'Ivoire, les élections présidentielles, c'est pour le mois d'octobre prochain et le calendrier de ces élections est connu. Du 20 juillet au 24 août, la Commission électorale indépendante va procéder à la réception des candidatures. Le 10 septembre, ce sera la publication des candidatures retenues par le Conseil constitutionnel. Du 10 au 23 octobre, la campagne électorale et le dernier dimanche du mois d'octobre va être consacré au vote. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a investi son candidat pour ces prochaines élections. Et le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est allé à la rencontre du président Henri Konan Bédié pour faire le bilan de la convention. Maïsako. Plus de 200 000 participants ont été témoins de l'investiture du président Alassane Ouattara comme candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix au stade Félix Houphouët-Boigny ce samedi. La convention du RHDP a donc tenu ses promesses. Ce succès est en partie l'œuvre du président Henri Konan Bédié. Il a été visité à son domicile par le président de l'Assemblée nationale. Après la convention du week-end dernier, pour saluer le président Bédié, le féliciter pour cette belle cérémonie d'investiture et lui dire mon soutien sans réserve, non seulement au discours qu'il a prononcé lors de la convention, mais lui dire notre disponibilité, comme il l'a demandé, à travailler et à faire en sorte que le candidat investi, le président Ouattara, soit élu confortablement au premier tour de l'élection présidentielle d'octobre 2015. Le président Alassane Ouattara investi comme candidat du RHDP. Les militants visent désormais sa réélection lors du prochain scrutin présidentiel. Sensibilisation aux audiences foraines et séances de formation des présidents des comités de base du RDR, le Rassemblement des Républicains. Ce sont les activités prévues par le secrétariat départemental du RDR de la ville de Mans. Le reportage est signé Eve Boué. À Boguné, à 16 km de Mans, séance de sensibilisation des militants du Rassemblement des Républicains sur l'importance des audiences foraines animée par Aboubakar Fofana, responsable en charge des associations et clubs de soutien. Nous les avons interpellés d'aller dans les lieux, dans les centres d'enrôlement d'audience foraine pour aller faire leurs papiers et aller se faire établir les cartes d'identité qui leur permettront d'aller donner leur voix au candidat du RDR. Donner sa voix à son candidat, mais bien avant, il faut militer au sein d'un comité de base et ce sont les présidents des comités de base qui animent le parti au quotidien. D'où l'importance pour eux d'être bien formés. À Sanguiné donc, ils sont près de 150 présidents des comités de base des sous-préfectures de Boguné et Sanguiné qui ont vu leur capacité de leadership se renforcer. La formation est la bienvenue parce que c'est l'occasion pour tous les présidents de comité de base de savoir que c'est le comité de base même qui fait la vie du parti politique. En marge de cette formation, le programme politique dénommé Ado Gagne chez moi est lancé. Nous voulons gagner ici à hauteur de 99%. Ado Gagne chez moi va occuper le terrain dans tous les villages, hameaux et campements pour que le président Alassane Ouattara soit réélu.
Des actions comme pour battre le rappel des troupes, les militants RDR du département de Mans se préparent déjà pour octobre 2015. Parlons économie, la Côte d'Ivoire est à l'honneur à l'Africa Belgium Business Week. C'est un espace de rencontre pour les investisseurs et les hommes d'affaires. Les principaux domaines d'activité visés sont entre autres le transport, la construction, la santé et le tourisme. Le Premier ministre ivoirien a présenté sur place les opportunités d'affaires offertes par la Côte d'Ivoire. Hugues Hervé Blé. Hommes d'affaires et responsables politiques africains, belges et canadiens réunis à Genval dans le cadre de l'Africa Belgian Business Week s'accordent sur un fait: le continent africain offre beaucoup d'opportunités d'investissement qu'il faut saisir. Mesdames, Messieurs, osons l'Afrique, osons l'Europe, osons entreprendre, osons essayer, osons construire des ponts plutôt que des murs, osons relever ce défi économique entre les deux continents. Osons ce défi pour l'Afrique, afin que plus jamais nous n'ayons à déplorer des morts en nos mers. La présence de la Côte d'Ivoire, pays à fort potentiel, et à l'honneur de l'édition 2015 de l'ABBW, le représentant du Premier ministre belge la salue. Le président Alassane Ouattara a une vision économique dynamique et pose des jalons d'une croissance robuste pour son pays, auquel il a invité à davantage s'intéresser. Notre pays s'attelle en particulier à améliorer le climat des affaires, ce qui aura très certainement des réponses positives sur les investissements étrangers. Je me réjouis que vous puissiez partager l'expérience ivoirienne avec nous. L'expérience de la Côte d'Ivoire, le Premier ministre Nana Cablan-Duncan l'a effectivement partagée. D'abord dans son message en mettant en exergue les atouts du pays, ensuite au cours des échanges qui ont suivi en insistant sur la transparence dans les différentes relations avec le monde des affaires. Nous sommes un pays de libéralisme économique. Nous faisons par appel d'offres pour que les choses soient transparentes. Donc vous devrez pouvoir participer à cela. Nous faisons des appels d'offres ouverts en liaison en général avec la Banque mondiale, la SFI, MIGA. La Côte d'Ivoire est devenue le premier pays dans le monde à obtenir les concours MIGA du fait donc de cette transparence, et avec 828 millions donc de dollars d'investissement de MIGA sur la Côte d'Ivoire. Le Forum économique Africa Belgian Business Week accueille aux côtés de la Belgique et du Québec, le Maroc, la RDC et bien d'autres pays d'Afrique. La Côte d'Ivoire a 3 jours pour les convaincre de faire ou de continuer de faire affaire avec elle et pour les rassurer sur son environnement des affaires. La Côte d'Ivoire et la Belgique planchent sur le renforcement de leur coopération. Le Premier ministre ivoirien et son homologue belge se sont rencontrés pour échanger sur la question. Le reportage est de Hugues Hervé Blé. L'audience entre le Premier ministre Nana Cablan-Duncan et son homologue belge Charles Michel s'est déroulée à Genval, près de Bruxelles, sur les lieux mêmes du Forum économique Africa Belgian Business Week. Elle a été marquée par des échanges d'amabilité mettant en exergue les liens qui unissent la Belgique et la Côte d'Ivoire. Elle a surtout été consacrée à la coopération économique entre les deux pays. J'ai indiqué au Premier ministre et à sa délégation la volonté du gouvernement belge d'encourager les investissements, d'encourager les partenariats. Nous savons qu'il y a en Côte d'Ivoire, à l'initiative du président, du Premier ministre et du gouvernement, beaucoup d'efforts qui sont réalisés pour soutenir la croissance dans le pays, pour soutenir le développement des infrastructures, que ça offre des potentialités, des opportunités pour des partenariats économiques où chacun peut y trouver des bénéfices. Je pense la présence à très haut niveau, le Premier ministre et sa délégation pour rencontrer beaucoup d'opérateurs économiques montre bien qu'il y a une volonté partagée de créer les conditions pour renforcer ces échanges économiques. Et nous avons des relations anciennes avec la Belgique qui datent des années 1963 et de qualité. Beaucoup d'entreprises belges sont opérationnelles sur le terrain, sur la place d'Abidjan. Mais je pense qu'on peut faire davantage. Et je pense que le Premier ministre donc, a porté donc, dans ce domaine là-bas un encouragement et donc va travailler avec les entreprises belges. Et nous allons bien sûr lui adresser donc, une invitation à venir à Abidjan à sa plus proche convenance. Et les affaires étrangères des deux pays vont travailler dessus pour qu'en temps opportun, en fonction donc, de ces contraintes, ils puissent venir nous rendre visite au pays.
Retour à Abidjan où l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration poursuit le désarmement des ex-combattants. Au camp commando de la commune d'Abobo, l'opération va s'étendre du 27 avril au 4 mai prochain. Hamza Diaby. L'opération de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants du camp commando d'Abobo s'est déroulée dans le calme et la discipline. Ici, 660 ex-combattants ont répondu à l'appel de la hiérarchie militaire sur instruction du président de la République, Alassane Ouattara, en vue de leur intégration dans le processus DDR. Nous sommes là ce matin, ça vous venir déposer les armes. Si tu as armes, tu as munitions, tout ce que tu as comme matériel qui peut verser le sang humain, il faut envoyer, tu déposes, c'est mieux quoi. Comme il y a des amis là, ils n'ont qu'à me donner mon film de désarmement pour que je prenne cet argent pour faire commerce. Le général de brigade Gaoussou Soumaoro, commandant les forces terrestres présents sur le terrain, a encouragé les ex-combattants à adhérer au programme de l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. L'opération se déroule normalement, conformément à l'ordre d'opération Bonheur qui a été fait par l'état-major général. Il passe par les ateliers tranquillement jusqu'au dernier atelier. Il a été dit par le chef de l'État qu'au niveau des matricules, ce n'est plus possible. L'ADDR a été désigné et mandaté pour assurer leur réinsertion. Et s'ils s'inscrivent normalement, personne ne sera laissé pour compte. À partir du 28 avril, ces ex-combattants recensés ici au camp commando d'Abobo seront conduits dans les centres de resocialisation de Guiglo ou de Boisflé. Après Abobo, c'est à Yopougon que se poursuit l'action de l'ADDR. La cité policière de la BAE, la brigade anti-émeute, a été restituée par les ex-combattants qui l'occupaient. Hamza Diaby. Nous sommes à la caserne BAE, la cité policière de Yopougon. Les ex-combattants qui occupent cette cité sont ici en train de la quitter, la libérer afin de la rétrocéder. C'est une action de la hiérarchie militaire sur instruction du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les ex-combattants ne seront donc plus associés au FRCI. Leur destination, les centres de resocialisation de l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration. C'est le démarrage de l'opération Bonheur. Ce vendredi-là, ils étaient tous réunis, tous les chefs des grands commandements. Le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des FRCI. Le général de corps d'armée Kwasi Kwaku Gervais, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Et Brindombia, l'administrateur de la police nationale, qui lui se dit heureux de recevoir ici la clé de la cité policière. Une cité construite pour recevoir 10 000 policiers. Aujourd'hui, qu'elle revient à la police nationale, elle aura certainement besoin d'un toilettage avant sa mise en service officiel. Une page santé dans ce trésor, du matériel médical d'une valeur d'environ 5 millions de nos francs offert à l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Ce don de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire vient pour améliorer le quotidien des malades de la structure et pour leur faciliter l'accès aux soins. Mamadou Kouassi. 10 lits d'hospitalisation, des antidépresseurs et un électrocardiogramme, le tout d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Voilà de quoi soulager les patients de l'hôpital psychiatrique de Bingerville. L'initiative est des 3A, amicale des anciens de l'AUMC, Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Ces fonds ont été mobilisés au cours d'une soirée de gala, autour du thème « Maladie mentale, ça n'arrive pas qu'aux autres », avec pour intention d'apporter assistance aux pensionnaires de cet hôpital. Nous sommes conscients que vu l'immensité de vos besoins, nos 5 millions n'ont pas l'ambition de vous satisfaire totalement. Mais ils sont l'expression d'une fraternité sincère, d'une solidarité humaine pour rehausser, pour restaurer la dignité humaine. Une action sociale saluée par le député de Bingerville ainsi que le directeur de l'hôpital général, représentant son collègue en mission. Ils en ont profité pour rappeler les besoins encore énormes de cette structure sanitaire, vieille de plus de 50 ans. Les 3A, amicales des anciens de la UMC, bénéficient du soutien de Sidi Touré, chef de cabinet du président de la République, parrain de la nuit du gala. Avec cet engagement honoré, les 3A comptent renforcer ces actions par des prières et des bénédictions. Le premier vice-président du Conseil économique et social vient de souscrire à la CEMU, la couverture maladie universelle. Thiemoko Koulibaly s'est fait enrôler à son cabinet en présence du premier responsable de la Caisse nationale d'assurance maladie. Le reportage de Geneviève Soro.
Pose d'empreinte, prise de vue face à l'objectif, présentation de la carte nationale d'identité et le tour est joué. Le premier vice-président du Conseil économique et social, Thiemo Koyade Koulibaly, vient ainsi de souscrire à la couverture maladie universelle. C'est un acte qui est important, extrêmement important, c'est un acte citoyen. Nous sommes entrés dans une économie moderne, une société moderne qui se développe et il était bon que la solidarité qui était limitée à un cercle restreint de la famille puisse s'étendre à l'ensemble de la famille ivoirienne. Après la remise du récépissé de souscription au nouvel adhérent, le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie, Karim Bamba, rappelle que la phase d'enrôlement est totalement gratuite. Cette phase aboutira à une autre, celle de l'affiliation et de l'immatriculation, où chaque individu devra contribuer à hauteur de 1 000 francs par mois. Tous ceux qui le désirent peuvent venir dès à présent se faire enrôler pour pouvoir être immatriculés, bénéficier d'une carte d'assurance maladie et puis après bénéficier des prestations de soins. Maintenant, les modalités, il faut payer et il y a une partie des populations qui peuvent payer, ceux-là paieront 1 000 francs par mois et par tête. D'accord? Donc pour une famille de 5 personnes, madame, monsieur, 3 enfants, ça fera une cotisation de 5 000 francs par mois. La couverture maladie universelle CEMU vient apporter une réponse durable aux difficultés d'accès aux soins de santé des populations, quel que soit leur niveau de revenu. L'opération se déroule sur 54 sites d'enrôlement à Abidjan et à l'intérieur du pays. Le syndicat des sages-femmes de Côte d'Ivoire veut redorer le blason de la coopération. Première action, améliorer les conditions de travail et de vie de la sage-femme pour la mener à plus de professionnalisme. Serge Coléa. La sage-femme ivoirienne doit avoir un comportement exemplaire. Au sein de sa corporation, elle doit faire preuve de compétences, de sérieux, de courtoisie pour mériter le respect dû à cette noble profession. Pour Hélène Nyonsaé, secrétaire générale du syndicat national des sages-femmes ivoiriennes, les sages-femmes ne sont plus respectées ni au sein de leur corporation ni auprès des populations. Cela, ajoute-t-elle, pour la simple raison que certaines d'entre elles ont des comportements déshonorants. Même si leur compétence n'est pas forcément mise en cause, l'accueil et la courtoisie ne sont pas souvent au rendez-vous. Résultat, les sages-femmes sont souvent prises à partie et cela doit changer. Pour les protéger et les amener à faire preuve de conscience professionnelle, le syndicat s'est engagé à améliorer leurs conditions de vie. Ainsi, pour une meilleure prise en charge des sages-femmes, une convention de partenariat a été signée avec une maison d'assurance de la place. Le docteur Zawi Honoré, représentant la ministre de la Santé, a salué cette action qui s'inscrit dans la droite ligne de la couverture en maladie universelle initiée depuis 2014 par le gouvernement. Les sages-femmes, a-t-il indiqué, ont besoin d'être bien soignées pour être plus efficaces. En ce qui concerne les agressions subies par les sages-femmes, le représentant de la ministre s'est engagé à faire part des préoccupations des sages-femmes au docteur Raymond Goudou-Kofi. La page blanche ouvre ses portes au grand public. Ces structures spécialisées pour enfants handicapés intellectuels de 0 à 23 ans veulent faire connaître ses prestations. Grâce Kando. La page blanche a été fondée par l'AREA, Association pour la réinsertion des enfants par une éducation adaptée. Cette structure a pour mission d'œuvrer au bien-être de la personne handicapée intellectuelle et de créer les conditions optimales de prise en charge et de réinsertion des enfants et jeunes adultes handicapés intellectuels. Des journées portes ouvertes ont été organisées pour présenter les activités du centre. Nos enfants handicapés intellectuels qu'on appelle vulgairement enfants serpents, on veut montrer à la population que nos enfants sont des êtres humains à part entière. Ce sont des enfants qui ont des potentialités, qui ont des capacités. Et c'est pour ça qu'on montre la page blanche, dire aux parents qui ont des enfants handicapés intellectuels, ne les gardez pas à la maison, emmenez-les à l'école, on peut leur offrir quelque chose de positif. Je suis sensible à tout ce qui se fait ici. C'est une manière pour moi de marquer mon soutien à l'œuvre qu'elle fait depuis très longtemps. Et puis exhorter ceux qui n'ont peut-être pas déjà fait un tour ici de venir, de voir, de toucher de près ce qui s'y fait et pourquoi pas chacun à son niveau faire ce qu'il peut. Depuis plus de 20 ans, l'AREA accompagne les enfants en situation de handicap intellectuel. C'est l'encouragement que nous apportons à ces structures. Assurer les responsables de ces structures, les encadreurs,
les parents d'enfants handicapés intellectuels, que l'État sera toujours à leur côté et que l'État a une ambition pour toutes ces structures. Et c'est pour nous vraiment un devoir de venir appuyer ces structures chaque fois qu'il y a besoin et surtout de les assurer du soutien constant du ministère en charge des Affaires sociales. Ces journées portes ouvertes ont été l'occasion d'exposer des articles confectionnés par les pensionnaires de la page blanche. Les élèves et les parents d'élèves de Jacquesville sensibilisés et informés sur les grossesses en milieu scolaire. La direction départementale de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs, avec l'appui d'une organisation non gouvernementale, est allée à leur rencontre à Boussanego. Prononcée sur le thème grossesse en milieu scolaire, la conférence publique de la salle des fêtes de la préfecture de Jacquesville a vu la participation de nombreux parents d'élèves et plusieurs responsables du monde de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Le conférencier Dr Uncho de l'hôpital de Jacquesville s'est appesanti durant plus d'une heure sur les raisons et les effets néfastes de ce fléau dans l'éducation scolaire de tout apprenant. Selon lui, des proportions inquiétantes sont même atteintes dans plusieurs localités du pays. Une situation qui interpelle tous ceux dont l'activité est liée à la formation et à l'éducation. Ce phénomène est devenu très récurrent. Donc il est devenu pratiquement un problème de santé publique. L'année dernière déjà, les statistiques nous ont montré que la majorité des jeunes filles avant la fin du deuxième trimestre avaient contracté des grossesses. Nous à Jacquesville ici, on a décidé de prendre notre bâton de pèlerin et lutter contre ce fléau. Comme le disait Amadou Abateba, éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. Si nous voulons une nation paisible, si nous voulons aller au développement, nous devons commencer par l'aspiration de la jeune fille. Donc je lance un appel à chacun pour qu'ensemble, nous puissions éduquer la jeune fille. À l'issue de la conférence, des présents ont été remis aux jeunes filles démunies des lycées et collèges de Jacquesville par l'ONG La Mère de la Collégienne. Le conseil régional du Ouorodougou fait le bilan de ses réalisations. Il a tenu sa première réunion ordinaire pour l'exercice 2015 et le bilan est jugé satisfaisant. Chantal Akanda. Après avoir examiné et adopté à l'unanimité des 25 conseillers régionaux présents sur les 32 qui composent le conseil régional, l'état d'exécution et les dépenses du budget de l'année 2014, celui du compte administratif du président et le rapport général annuel du conseil pour la même année. Bouaké Fofana a annoncé que sa structure vise à travers cette rencontre à faire le point de ses activités et se projeter sur l'avenir dont la priorité reste l'éducation. Nous avons livré 2 bâtiments de 3 classes dans 2 écoles primaires à Séguéla, une école primaire de 3 classes à Komantou, dans le département de Kani, inauguré un bâtiment que nous avons réhabilité au lycée de Kani. Réhabilité ici à Séguéla, plusieurs bâtiments du lycée municipal. Notre première priorité, c'est vraiment l'éducation. Et c'est pour cela que nous accueillons avec beaucoup de joie la décision du chef de l'État de rendre l'éducation obligatoire en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Le préfet de région, Moussa Bamba, et le maire de la commune de Séguéla, Diomandé Lassina, ont tous salué l'engagement du conseil régional dans le développement en faveur des populations de Ouorodougou. À l'issue de la tenue de la première session ordinaire 2015, le président du conseil régional du Ouorodougou, Bouaké Fofana, a demandé aux chefs religieux et de communautés de s'impliquer résolument dans l'union et la solidarité de tous les fils et filles du Ouorodougou. Direction la ville de Tabou, où la paix et l'harmonie retrouvée a fait l'objet d'une journée spéciale, dans ce reportage de Thérèse Yowé. Rappeler aux uns et aux autres la nécessité de vivre ensemble dans un climat d'amour, d'entente, de solidarité et de fraternité, afin de sortir Tabou de sa léthargie, œuvrer pour l'essentiel qui est le développement de la région. Tel est le but de cette journée de la paix et de la cohésion sociale organisée dans le village de Blairon. Parrain de la cérémonie, le maire de Tabou, Julien Claibé. Évoquant les différentes attaques et enlèvements à la frontière ivoiro-libérienne, le maire de Tabou a demandé à la population de collaborer avec les forces de l'ordre, d'être vigilante et de surveiller nuit et jour la frontière ivoiro-libérienne pour éviter l'entrée de personnes mal intentionnées sur le territoire ivoirien. Les différents intervenants à cette journée de la paix
ont mis un accent particulier sur la nécessité de protéger le département de Tabou pour garantir un climat paisible, propice à l'épanouissement de la population et au développement local. Le maire de Tabou a invité tous ceux qui sont encore réfugiés à l'extérieur du pays à revenir prendre leur place dans le processus de développement. Côte d'Ivoire 2015, de la solution à la consolidation, c'est une œuvre de 300 pages. Le journaliste camerounais Désiré Fono y aborde les grands axes de la politique du président Alassane Ouattara et aussi les actions déjà menées depuis son arrivée au pouvoir jusqu'à ce jour. Godefroy Okambawa, Léon Bro. Du pont Henri Konan Bédié à l'autoroute du Nord en passant par diverses réformes engagées dans les domaines de la santé, de la sécurité, de la culture, bref, toutes les réalisations du président Alassane Ouattara depuis son arrivée au pouvoir, présentées dans une œuvre intitulée Côte d'Ivoire 2015, de la solution à la consolidation. L'ouvrage de près de 300 pages regroupé en 44 rubriques est du journaliste camerounais Désiré Fono. Pour l'auteur, cette œuvre constitue un document témoin des actions à mettre à l'actif du président Alassane Ouattara. Je suis dans la 10e édition. Voilà, j'en ai fait sur le Gabon, sur le Congo, sur mon propre pays, le Cameroun, et j'en passe. Il faut savoir que, s'agissant de la Côte d'Ivoire, les gens en parlent avec beaucoup de passion et pas toujours en vrai. Donc il m'a semblé judicieux de venir voir par moi-même et de rendre compte par moi-même pour dire la vérité. Cette vérité qui soulage, qui apaise, qui libère. J'en ai profité pour remarquer que la Côte d'Ivoire est une nation. Côte d'Ivoire 2015, de la solution à la consolidation, une histoire singulière en Afrique, un document de référence, une visite guidée, des reportages et analyses pour comprendre la politique de l'émergence en cours et promouvoir l'image de marque de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international sous l'impulsion du président Alassane Ouattara. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. D'autres informations sur les www.rti.ci. Excellent après-midi sur RTI 1.